dire bonjour, mais surtout bonsoir. Écoutez, là, super bonne présentation. Et moi, je voulais me concentrer sur un peu pourquoi l'indépendance et comment ne pas tomber dans le piège chauviniste bourgeois. Je vais y venir un peu, là, c'est des gros mots, tout ça. Mais en trois grands points, je vais faire un retour, un petit brin d'histoire sur surtout les insurrections qu'on a au Québec. Refaire un retour sur l'impérialisme et l'analyse marxiste qu'on doit aller tirer de ça, et les différents nationalismes ou luttes de libération qui existent au niveau national, et un peu parler de cette notion un peu sociologique du peuple québécois, qui est un peu un peuple dialectique de colons colonisés. Et je vais essayer de rendre tout ça smooth, fait qu'il ne va pas avoir de brisure en chacune d'elles, je l'espère. Et je fais juste préciser aussi, en ce moment, j'essaie d'improviser le plus possible et de moins lire pour essayer de donner un côté humain. Ça n'est pas une accusation, Guy. Mais j'ai reçu beaucoup de textes de l'extérieur, fait que je vais lire certains extraits. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant, pour commencer, pourquoi l'indépendance? Là, on reçoit beaucoup de critiques de l'extérieur. Nous, on est positionnés indépendantistes et socialistes. On l'a mis dans cet ordre-là, indépendantiste et socialiste. On va atteindre l'indépendance pour un peuple, une nation québécoise indépendante et souveraine, pour ensuite se permettre un virage vers le socialisme qui est dans une révolution, qui est, comme écrit dans le programme, qu'elle soit violente ou pacifique, tant qu'on se rende à notre objectif de parti qui est le socialisme. Sur beaucoup de critiques à l'extérieur, qui sont un peu sorties du chapeau de n'importe où, nous accusent soit de chauvinisme, parce que la souveraineté, ce serait une notion bourgeoise blanche, soit raciste ou carrément pro-riche, ou justement défendre la langue française, ou en tout cas l'histoire de la nation québécoise, ce serait de carrément donner plein de bisous dans le cou à Pierre-Carl Péladeau. Ce qui est une critique de l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on nous accuse, mettons, au PCQ-PCC au Canada. Ou d'autres de la riposte qui nous accusent justement que on contraint les mouvements internationaux en disant que nous, on veut être indépendantistes et donc on devrait se cloisonner dans un coin et nous accuser de stalinisme et balali, blablabla. Plein des accusations. Et nous, notre but aujourd'hui, en tout cas mon but aujourd'hui, c'est de revenir sur ces pseudo-accusations-là puis aller creuser un peu dans autant d'histoire que dans des réelles analyses marxistes pour comprendre c'est quoi l'indépendance et le socialisme, les deux ensemble, de quelle manière c'est complémentaire. Historiquement, vous savez, la guerre de conquête, on en a parlé, 1759, il y a les Français, il y a les Anglais, les Français sont installés ici, ils rentrent avec des bateaux, ils brûlent des villages et tout le monde. C'est pas mal la guerre de conquête. Par contre, ce qu'on raconte moins dans les livres d'histoire, un peu bourgeois et occidentalisés, c'est qu'en 1960 à 1964, il y a une résistance anticoloniale qui s'est créée. Du chef Pontiac de la nation des Odawa, qui était allié avec des Français canadiens. Je rappelle que le terme canadien, à l'époque, canadien, c'était déjà une connotation de des colons français qui sont nés sur le territoire de la Nouvelle-France et donc qui, génétiquement, de naissance, sont détachés de la métropole française. Un Canadien, par définition étymologique, v'là le temps, ça veut dire un francophone né en Amérique du Nord sur le territoire de la Nouvelle-France. Le mot canadien va être parti pour donner canadien-français parce que les Anglais se sont réappropriés, parce qu'ils aiment vraiment ça, les Anglais voler des affaires. Vous allez découvrir à travers de l'histoire, si vous ne le saviez pas déjà. Justement, c'est Pontiac, justement, en 60-64, 1700, avait une technique guerriero. Tu sais, on est quand même au 18e, non, pas 18e, 16e siècle, excusez-moi. Non, pas partout, 18e siècle. Pour les chiffres, là. Vous allez comprendre. Avec des techniques de guérilla, justement, et il était allié, justement, à plusieurs Canadiens français et des métis Canadiens français qui étaient autant mariés avec des femmes autochtones que, carrément, des gens qui avaient pas pu se battre ou qui ont survécu au combat sur les plaines, très peu qu'ils étaient, et qui ont continué à se battre pour, finalement, l'autodétermination de leur territoire, finalement, de où ils habitaient. De faire leur champ, leur maison, finalement, leur chez-soi. Et ça, c'est encore pendant la guerre de 7 ans. Et leur combat va bien se passer. Les instructions fonctionnent. Après, les Britanniques ont une technique qui ont fonctionné à plusieurs reprises au travers de l'histoire. C'est quand il y a plusieurs mouvements qui ont créé une coalition pour les combattre, il va en prendre un, le payer très cher ou le narguer le plus possible pour qu'il abandonne le mouvement, pour que ça s'effrite le plus possible. C'est ce qui a fini par arriver parce qu'il y a une intervention d'un chef rival d'une autre nation autochtone autour qui a fini par abandonner la lutte. Et tranquillement, une par une, les nations ont abandonné, considérant que bon, ça allait être le nouveau statu quo, l'Empire britannique. Et le chef Pontiac va être assassiné par un autochtone payé par les Anglais, encore une fois. Fait que le mouvement insurrectionnel d'Ottawa, du chef Pontiac, était un mouvement qu'on va clarifier de pluriethnique. On avait des Canadiens français, on avait des métis, un mélange entre des autochtones et des Canadiens français, et des peuples autochtones. Et pas juste une tribu,
pas tribu, excusez, nation. Pas juste une nation, mais plusieurs nations. Fait que de base, à l'histoire québécoise, on a un premier mouvement insurrectionnel juste après la guerre de conquête, qui n'était pas composé uniquement de ce que certains bourgeois aujourd'hui essaieraient de défendre comme étant une gang de blancs, d'hommes blancs catholiques qui étaient très fiers de la France. C'était des gens qui sont nés sur le territoire, qui défendaient leur territoire, leur chez-soi, et leur chez-soi légitime. Et ce n'était pas juste des descendants de colons, mais bien des descendants des Premières Nations qui étaient déjà présentes sur le territoire. Donc, de base, quand on fait une analyse de premier mouvement qui demandait la restauration de l'autodétermination de la Nouvelle-France, mais surtout du territoire d'Amérique du Nord francophone, des Autochtones et les colons, les descendants, les Canadiens, les premiers, ont participé à ça. Donc, ça, c'est le premier brin d'histoire. Là, on va faire un saut dans l'histoire pour aller vers les Patriotes, parce qu'entre-temps, ben, ça s'est calmé, puis justement, les Anglais avaient une de leurs bonnes qualités, c'était d'essayer de nous plaire le plus possible pour qu'on devienne des Anglais par magie. Ça, c'est une de leurs méthodes qu'ils ont utilisées très longtemps. Et là, on arrive à 1837-1838, la révolte des Patriotes. Les Patriotes, c'était quoi? C'était un parti qui avait été élu à très grande majorité dans la sorte de, on va dire, pas une constituante, mais un peu la chambre législative officieuse du Bas-Canada. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que c'est comme si les Québécois avaient le droit de faire semblant d'être une démocratie, pendant qu'il y avait un gouverneur général de la couronne britannique qui décidait si leurs idées étaient bonnes ou pas. Donc, au final, pas pour dire que c'est très différent qu'en ce moment, mais je m'en viens. Et j'ai parlé dernièrement à quelqu'un qui faisait une thèse de doctorat justement sur Louis-Joseph Papineau, il en connaissait beaucoup sur le Parti patriote. Et le Parti patriote avait proposé 310 lois ou projets de loi ou amendements de loi au travers de leurs plusieurs années de participation, depuis les 1830 jusqu'à 1837, avant l'insurrection. Et parmi ces 310 propositions, 308 ont été refusées. Donc, 2 titres ont été acceptés par le gouverneur. Donc, quand on parlait un peu de lutte armée, de la dernière possibilité qui est présente devant nous, à cette époque-là, on a traversé un 7 ans de mandat où toutes les propositions ont été refusées à hauteur de 300 de projets de loi. C'est immense, 300 de projets de loi, c'est quasiment une constitution complète. Et il y en a 2 qui ont été acceptés seulement. L'insurrection, à la base, Louis-Joseph Papineau ne voulait pas ça, l'insurrection, il pensait qu'on pouvait atteindre ce processus-là démocratiquement. Les conditions matérielles ont prouvé que non, le Canada va refuser de toutes les manières possibles. Et je dirais même pas le Canada, mais bien la couronne britannique pour préciser. Et donc, 1837-1838, on tente de déclarer l'indépendance avec les 92 résolutions. Excusez, j'ai oublié le mot. Et en déclarant ça, ben, la couronne britannique, sa réaction, c'est non. Là, les chefs patriotes, on va les enfermer. Ils n'ont pas le droit de dire ça, on a rendu ça illégal. Et là, la réaction des partisans des patriotes, finalement, le peuple, c'est de s'en virer de bord et de dire non, vous n'allez pas enfermer nos chefs, ils vont les libérer, et là, les insurrections partent pour de vrai. Là, c'est un retour du modèle de guérilla, qui est encore combat urbain, combat rapide et efficace, combat de destruction, de sabotage, d'assassinat. Laquelle endroit? Là, on en avait à... D'abord, ça a été contre... c'était avec les Fils de la Liberté, c'était vraiment au tout début des insurrections, contre le Doric Club à Montréal, c'est surtout des batailles de rue. C'était comme 2 milices paramilitaires qui se tapaient dessus. Un peu 2 branches armées de différents partis qui se tapaient sur la bouche. Et plus tard, ça va été à Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Eustache. Mais ça, c'était pas des batailles de guérilla, c'était des batailles officielles, un peu à la méthode de l'armée britannique dans le temps, qui était tout le monde rangé debout et à genoux, et on se tire dessus, on bouge pas, puis on attend que celui moins nombreux meure, puis que l'autre il gagne. Lors de la guerre de l'époque, ça, on peut en faire une conférence au complet. Où je vais en venir? On était à une époque où on avait 200 miliciens patriotes qui essayaient de se battre contre, et j'ai les chiffres ici, 1280 soldats britanniques, 200 volontaires loyalistes, ce qu'on pourrait appeler des opposants politiques, et 6 canons, carrément, de l'artillerie, des pièces, contre vraiment 200 personnes qui étaient principalement soit des petits bourgeois, qu'on pourrait appeler des avocats, des médecins, finalement un peu ce qu'on pourrait appeler soit des intellectuels, ou à l'époque, ce qu'on pourrait peut-être appeler de la classe moyenne, à voir, là. On peut analyser ça plus loin. Et sinon, principalement des paysans. La classe la plus majoritaire de l'époque, c'était surtout des paysans. Je vais essayer d'accélérer sur la brin d'histoire parce que je pense que ça fait beaucoup de temps que je parle, non? Ça va? Non, ça va. Oh, ben, c'est intéressant. Parfait. Et justement, un des derniers combats qu'il y a eu pour les insurrections de 1837, ça a été à l'église du village de... Je n'ai pas le nom, Saint-Eustache. Saint-Eustache, merci bien. Il devait être écrit, mais j'ai fait des surlignages pour nous aider.
Et justement, c'est là qu'apparaît le patriote Chénier, qui est un médecin qu'on connaît justement pour la cellule Chénier du FLQ, qu'on va parler un peu plus tard dans le brin d'histoire. Et a été un peu une des dernières batailles finalement des insurrections de 37. 60 personnes barricadées dans une église sous l'artillerie britannique à essayer de survivre le plus possible. Et c'est là que le nom de Chénier va comme se ressentir, surtout par sa fameuse citation. Ce que je dis, je le pense, je le ferai, suivez-moi et je vous permets de me tuer si jamais vous me voyez fuir. Oh, c'était glorieux à l'époque. Les discours ont peu changé depuis. Tout pour dire que 1837 finit un peu là-dessus. 1838, là, on a un retrait des patriotes aux États-Unis et ils vont revenir ensuite une contre-attaque et déclarer unilatéralement l'indépendance. Très progressiste, déclare que le Bas-Canada est une république complètement indépendante du Royaume-Uni, que le régime seigneurial et la peine de mort sont abolis, ça veut dire une fin du féodalisme, là c'est quand même avancé pour 38, excusez-moi, et que les peuples autochtones joueraient le même droit que les autres, jouiraient des mêmes droits que les citoyens québécois, donc finalement une sorte d'égalité enfin entre les Autochtones et les Québécois. Je vais revenir un peu sur toutes ces histoires-là. Je rappelle on se rappelle de Pontiac et les Odanak. Bon, Pontiac c'est fini depuis un moment, mais Odanak existe encore. Les Odawa de Odanak. Mais il y avait des... Odanak, c'est des Odawa d'Odanak? Non, Odawa c'est Ottawa. Il me semble que c'est dans cette région-là, puis c'est une nation. Mais Odanak, par contre, petite note intéressante, c'est qu'il y avait les Abénakis qui étaient favorables au mouvement des Patriotes, puis qui organisaient des manifestations à Odanak ou à Wolinak en faveur des Patriotes à l'époque. C'est pas très connu comme fait, mais c'était arrivé. Donc, je fais un retour très très rapide. Premier mouvement d'insurrection au Québec, c'est des Autochtones, des Métis et des Canadiens français, miliciens qui se battent. Deuxième insurrection au Québec, c'est des Patriotes qui sont encore une fois des Canadiens français, des miliciens, et encore une fois des Autochtones. On se rappelle que dans l'histoire insurrectionnelle du Québec, les Autochtones n'ont jamais été mis de côté concrètement. Ils ont toujours fait partie du mouvement. Et c'était justement, je vais en parler plus tard, une de ce qu'on pourrait appeler une réserve de révolution. On va en revenir plus tard, là, je finis le brin d'histoire. Ensuite, 1839, évidemment, vous avez peut-être vu le film de Falardeau, la pendaison, la déportation et la totale comme d'habitude. On essaie de tuer tout le monde le plus possible pour que ça ne revienne plus. Mais ça marche pas comme ça, l'histoire, parce que l'histoire reste, ça s'écrit l'histoire. Je vais un peu plus loin. Va apparaître ensuite ce que je pourrais appeler un début d'insurrection en 1918 à l'appel de la conscription canadienne. Ça voulait dire, bon, tous ceux qui ont au-dessus de 18 ans et qui ont en bas de 75 ans, on va dire 65 ans au lieu, vous allez maintenant servir de chair à pâté pour aller vous faire tuer, genre en France, en Belgique ou en Allemagne pour la couronne britannique, la fabuleuse couronne britannique. Première réaction des Canadiens français, qu'on va pouvoir commencer à appeler des Québécois. Ben non, on va pas aller mourir pour une couronne qui, depuis le début, massacre de nos ancêtres, de nos oncles, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Ou de nos arrière-grand-mères aussi, et tout et tout. Donc, s'ensuit 28 jours de manifestations. Et à un moment donné, le Canada en a plein son casse. Il envoie 1200 soldats anglophones directement pigés de l'Ontario et des provinces de l'Ouest pour être sûr qu'ils soient le plus loin possible de la réalité québécoise. Et ils chargent la foule avec des cavaliers, ils appellent la foule à se calmer, mais en anglais, pour être sûr qu'ils comprenaient rien. Et ils finissent par tirer dans le tas, parce que l'Empire britannique, s'il sait bien faire une affaire, c'est tuer des civils. On connaît un autre État en ce moment qui est bon à faire ça. On en a parlé dernièrement. Je n'en nommerai pas pour le bien de la séance. Au final, verdict de l'attaque sur des civils, 70 blessés et 4 morts dont on a les noms. Et comme suit, Honoré Bergeron, 49 ans, menuisier, prolétaire. Alexandre Bussière, 25 ans, mécanicien, prolétaire. Georges Desmeules, 15 ans, un enfant, cordonnier et machiniste, un enfant, deux métiers prolétaires. Josué Fédor Tremblay, 20 ans, étudiant à l'école technique, sûrement pour devenir un technicien. Ici à Québec. C'est ici à Québec, d'entre les rues Saint-Vallier, Saint-Joseph et Bagot sur le coin. Voilà. Fait que, Il y a un monument, là. voilà, c'est vrai. Il y a un monument. Ouais. C'est donc pour se rappeler que, là, un peu plus de 100 ans, là, une des critiques qu'on a des fois de la souveraineté, c'est que c'est une vieille histoire. C'est plus d'actualité. Ça n'existe plus l'oppression canadienne sur les Québécois. Aujourd'hui, on vit bien, ça va bien aller. C'est le fameux discours caquiste de on est bien comme ça va aller. Le statu quo, on l'adore, le statu quo.
Ben, c'est de se rappeler que là, un peu plus de 100 ans, il y avait encore des troupes britanniques qui se promenaient dans les rues pour shotter, tirer finalement, à mort, comme ça, à balle, les manifestants, dès qu'il y avait une voix populaire qui s'élevait. Fait que c'est encore de se rappeler que c'est peut-être pas une insurrection, parce que c'était carrément une voix démocratique qui était activée dans la rue, et la réaction du fameux Canada, ça a été de tirer dedans le tout. On se souvient donc que ça remonte pas à 1700, là, on a des exemples de 100 ans. Et là, on peut faire un petit bond rapide vers le FLQ, mais je n'irai pas profondément dans le FLQ parce que j'ai l'impression qu'on en a un bon bout d'histoire. Mais où je veux aller avec le FLQ, c'est parler un peu de l'apparition de... On est passé de combattre le colonialisme canadien à combattre celui-ci en plus de l'impérialisme américain. L'impérialisme américain qui a commencé à s'infiltrer avec l'hypermondialisation et l'industrialisation de la province. Ça, c'est un peu le brin d'histoire que je voulais faire. On a fait un cheminement dans les insurrections. Avec le FLQ, évidemment, il y a eu une autre insurrection encore qui était peut-être considérablement moins populaire que les patriotes à leur époque, au niveau de proportion de diaspora, mais qui avait quand même un objectif qui était de libérer le Québec. Et c'était enfin l'apparition première d'une libération qui est considérée marxiste. C'était plus juste une lutte accentuée par des petits bourgeois ou une lutte qu'on pourrait dire décoloniale, de là 3-4 siècles. Là, on parle réellement d'une lutte marxiste, une lutte socialiste, une lutte même qu'on pourrait dire communiste, même si le FLQ ne s'assumait pas Il y avait différents courants. C'est ça, c'est ça. C'était un collectif, on va dire comme ça. Et ça, c'est pas mal l'histoire. Où je voulais aller avec ça, c'est l'impérialisme. Une des choses qu'on nous impose aussi, c'est vous ne devriez pas vous battre pour la souveraineté québécoise parce que ça briserait l'unité ouvrière canadienne. Bon, d'abord, l'invention de l'unité ouvrière canadienne, ça, c'est un peu inconcret. À part les certains syndicats de la fonction publique canadienne, est-ce que vous sentez en tant que Québécois que vous avez une connexion avec les ouvriers de Vancouver? Moi, je vais vous donner un peu ma vision. Ben honnêtement, j'ai autant de connexions avec les ouvriers de Vancouver que j'en ai de ceux de Pékin. C'est-à-dire que c'est une connexion qu'on a avec des ouvriers à l'international parce qu'on a un mouvement international. Est-ce qu'on combat la même chose? Oui, on combat tous les deux le colonialisme canadien. Mais nous, on combat surtout le colonialisme canadien. Est-ce que Vancouver combat le colonialisme canadien ou combat la bourgeoisie canadienne? Puis là, c'est ça l'affaire. C'est la même chose, mais c'est à deux instances différentes parce que l'oppression qu'ils appliquent n'est pas la même. Nous, on nous applique une oppression qui est sociale, culturelle et économique. À Vancouver, on leur dit pas qu'ils parlent la mauvaise langue quand on s'adresse au gouvernement. Nous, on va nous dire. Après, le Canada essaie d'être le plus gentil possible. C'est ce qu'il essaie de faire. Il va avoir l'air du plus gentil au monde, qui nous permet de parler dans la langue qu'on veut. Si vous voulez savoir si l'oppression existe encore, il suffit de parler aux soldats de l'armée canadienne francophone du Québec. Il suffit de leur parler quelques minutes pour comprendre qu'eux, ils ont vécu tout un cheminement où on les traitait de French frogs, de petites mardes de français, et qu'ils ne parlaient pas la bonne langue. Mais ça, en même temps, c'est militaire, c'est pas notre vie, c'est pas nous. C'est une critique qu'on pourrait avoir de quelqu'un qui est absolument pas marxiste et qui décide de s'opposer pour aucune raison à notre mouvement. Où je vais en venir? Si on se concentre à garder une unité ouvrière canadienne, on abandonne un peu notre essence de nation. On a une culture comme nation, on a aussi une histoire sociale comme nation, et on a une quête de pouvoir populaire qui est différente de celle du reste du Canada, mais qui n'est pas différente de celle à l'international ni de ceux canadiens. Au sens propre, la souveraineté, c'est pas un empêchement ou un obstacle à l'internationalisme. Quand on appelle à l'autodétermination des peuples, on n'appelle pas à l'annihilation des cultures pour une unité homogène de tous les ouvriers dans le monde entier. Une des affaires que j'aimerais bien dire au comité de lecture, au cercle de lecture, c'est si le Québec avait été une île dans les Caraïbes, puis ça avait appartenu au Canada, la lutte des coloniales pour sortir du Canada aurait été 100 fois plus légitime au regard de plein de gens au Canada, parce qu'il y a l'aspect de ils sont loin, on ne sait pas c'est quoi leur réalité, et ils sont pas comme nous. Parce que, évidemment, il y a une fonction raciale là-dedans. Si on a l'air d'un Canadien, c'est quoi un Canadien typiquement? C'est un descendant de colons blancs. Est-ce qu'on a l'air de descendants de colons blancs? Nous, je parle là, vous, c'est cool que vous soyez pas ça. Mais nous, on est des descendants de colons blancs. C'est sûr que quand un Canadien regarde un Québécois, il va pas dire « on n'est pas pareil, je respecte ton indépendance », parce qu'il va bloquer justement sur l'aspect de « t'es la même chose que moi, mais tu parles la mauvaise langue ». Le combat qu'on essaie d'avoir,
pour combattre l'impérialisme, c'est autant celui canadien que américain. Je veux pas me perdre. Et une des erreurs qu'il faut pas tomber, c'est enfin le piège bourgeois. Le piège bourgeois, finalement, c'est que le nationalisme, ce serait donc d'être fier des richesses de notre État, même si ces richesses ne nous reviennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Legault, quand il fait des usines de Northvolt pour faire des batteries électriques à Saint-Basile-le-Grand, est-ce qu'on est fier que Northvolt s'installe au Québec? Est-ce que ça nous revient finalement les profits de Northvolt ou est-ce que ça nous apporte quoi que ce soit une usine de batteries suédoise installée au Québec? Ça ne nous change rien. Mais les bourgeois sont très très contents parce qu'ils peuvent investir de l'argent là-dedans, ils peuvent se faire un petit bidou à la fin du mois, ils sont bien contents parce que pour à l'international, ils ont comme finalement une réputation de nous on est ouverts aux marchés internationaux, on adore le néolibéralisme. Mais nous, ça nous change quoi le néolibéralisme? Nous, on est chez nous, l'épicerie coûte quand même cher, j'ai quand même pas de maison qui est disponible à l'achat, et mon loyer va me péter le cul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Northvolt ou pas, ça me change rien. Ceux qui exploitent notre eau dans le Nord, ça me change rien à moi. Ceux qui coupent nos arbres à blanc, nos forêts, qui utilisent nos ressources naturelles, ça me change rien à moi, parce que cet argent-là me revient pas, puis ça revient pas à nos services publics pour aider les plus démunis, qui sont encore plus démunis que moi. Ça m'aide pas, ça. Je suis pas dans cette lutte-là. C'est pas à moi, ces données-là. Alors que ça devrait être à nous. Là, je dis à moi depuis le début parce que je me positionne individuellement là-dedans, mon erreur. Mais où je vais en venir? C'est que quand un péquiste ou un caquiste qui se dit « Moi, je suis nationaliste » et que tout ce qu'il réussit à faire dans son mandat ou dans sa petite vie de député ou de porte-parole de parti, c'est de défendre que on doit investir à l'international pour ramener des richesses, puis on doit s'assurer que nos richesses sont bien offertes aux gens autour. En gros, eux, leur nationalisme, c'est si on est capable de vendre le cul du Québec le plus possible à l'extérieur, on va avoir un beau gros Québec riche vendu à l'externe. Au final, on souhaite qu'on soit exploité comme si on était encore une colonie, parce que de cette manière, nos bourgeois, ils se font un petit peu de bidou à la fin du mois. Cette notion-là de nationalisme, c'est ce que nous, on ne veut pas, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une libération nationale du peuple québécois et une réappropriation de nos ressources naturelles, de nos ressources culturelles, sociales. C'est à nous. C'est nous qui le créons. C'est nous qui, dans les barrages, en train de réparer les machines. C'est nous. Les barrages, on les a nationalisés. Puis ça, c'était à l'époque des revendications des 70. Puis ça a été un méchant move, parce qu'aujourd'hui, l'électricité, ça coûte vraiment pas cher. Par contre, qu'est-ce que ça fait que ça coûte pas cher? Ça nous coûte moins cher à nous. Mais après, il y a plein de grosses compagnies pour aller faire de l'aluminium qui va s'installer puis profiter de notre énergie le plus possible. Parce qu'au final, oui, ça nous revient. Mais il faut que ça nous revienne en plus de revenir à quelqu'un d'autre qui peut faire de l'argent pour un grand bourgeois, pour un Québéking de ce monde, pour un Pierre-Carl Pelado de ce monde, pour un copropriétaire et cofondateur de Air Transat comme Legault. Au final, c'est encore une question d'argent, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici, en tant que marxiste, pas comme de nationalisme, mais bien de libération nationale. Et là, je me suis fait un petit tableau, vous me le permettrez. Parce que quand on parle de nationalisme, là, je viens de vous expliquer dans la concrétude, finalement, le nationalisme pour les bourgeois, c'est pour eux une méthode pour atteindre plus de richesse, plus de capital, plus de « Oh, regarde comment je suis riche, je vais commencer à devenir riche avec d'autres riches dans le monde. » Et tranquillement, la population québécoise est abandonnée en dessous. Nous, en fait, quand on voit une libération nationale, on trouve que c'est un outil pour permettre à la population de regagner finalement ce qui leur appartient, leur nation, leur territoire, leurs ressources, leur peuple. Les bourgeois, eux, c'est pour saisir du capital. Quand on voit ça sur un agenda politique, sur la plateforme publique, sur des affiches, nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois, on veut que ce soit le peuple qui soit les mains dans le pouvoir, les mains dans notre économie. On veut que ce soit nos agriculteurs qui aient accès à leur production, puis qui arrêtent de se battre contre le monde entier pour aucune raison. Mais pour les bourgeois, eux, c'est encore une fois une raison de plateforme de soutien populaire. Si les gens pensent qu'on veut l'indépendance comme eux, qui leur permet d'avoir du pouvoir, puis leur permettre d'avoir un meilleur filet social, des meilleures conditions matérielles de vie, ben comme ça, ils vont voter pour nous, puis on va pouvoir faire ce qu'on veut. Fait que quand la question que j'avais posée tout à l'heure, qu'il y a certains qui se disent « Ah, nous, on est indépendantistes », puis du moment qu'ils arrivent au pouvoir, il n'est plus trop, puis c'est plus trop clair, un peu comme les Lysée de ce monde, puis le PQ depuis 95, ben ça, c'est encore une fois typiquement bourgeois de « On va essayer de faire convaincre la plèbe qu'on est de leur bord, puis du moment qu'ils ont décidé qu'on était de leur bord, on va faire semblant qu'on ne l'a jamais été. » Encore une fois, c'est juste une question de politique publique pour avoir du support. Et au final, l'intérêt principal derrière pour un bourgeois, c'est de s'enrichir. Au final, c'est ça qu'il veut. Là. Puis nous, est-ce que c'est de s'enrichir? Est-ce qu'on s'enrichit à vendre notre eau, notre belle eau, qui est dans 30 ans, on risque de devoir se battre pour pouvoir la garder, parce que
l'eau claire commence à disparaître tranquillement. Si c'est une ressource en ce moment, on dit que ça vaut rien, le pétrole, c'est l'hégémon. Mais à un moment donné, quand on va être plus capable de boire de l'eau, qui c'est qui va venir chercher nous boire? C'est-tu nous qu'on va aller s'abreuver ou c'est les géants américains, européens ou canadiens qui vont voler notre eau pour la vendre à quiconque qui veut? Parce que cette eau-là, elle nous appartient. Mais elle peut appartenir à plein d'autres mondes. Notre but, c'est pas de dire que cette eau-là est juste à nous. Notre but, c'est de dire si on est pour distribuer cette eau-là, on va le faire nous-mêmes parce qu'on en a les capacités. Puis on veut pas que quelqu'un d'autre s'enrichisse sur notre dos, finalement. Fait encore une fois, on n'est pas en train de dire ça, c'est nos arbres, ça, c'est vos arbres. On est en train de dire si tu es pour couper des arbres près de chez nous, ben j'aimerais ça que ces arbres-là, ils puissent aider le près de chez nous au lieu d'être vendus à surprix pour des quotas externes à l'international. Parce que c'est bien beau à l'international, mais si on est encore considéré comme une vulgaire colonie, puis on est utilisé juste comme un territoire à exploiter à loisir pour le plaisir, il est où l'international là-dedans? On n'est même pas au même niveau des autres pays. On est encore considéré comme quelque chose qu'on peut exploiter. Surtout, en plus, un peuple qu'on peut exploiter. Là, je m'en vais loin, vous m'excuserez. Mais oui, je voulais m'en revenir ensuite avec ça. L'autre page encore. C'est, oui. Et là, où c'est qu'on réussit à avoir le pouvoir dans nos mains, finalement? Comment on atteint ça? Puis là, une des autres critiques qu'on peut avoir à l'extérieur, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, ben on va atteindre un moment où tous les gens de la population vont pouvoir croire en la révolution et ensemble, tout le monde, naturellement, on va se révolter puis tout va devenir naturel et magique. » Ça ne marchera pas comme ça. On ne peut pas convaincre absolument tout le monde d'une révolution parce qu'il y a extrêmement beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de contrôle et de propagande externe qui nous opposent. Donc, il ne faut justement pas tomber dans le malheureux paradoxe de ce qu'on appelle la révolution pure. La révolution dite, si tout le monde croit au marxisme, tout le monde va pouvoir se libérer d'un coup. Ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde à convaincre, il y a du monde qui va s'opposer. Parce que, je dis beaucoup du monde, mais dans cette population-là, il y en a qui rêvent depuis qu'ils sont jeunes de devenir des bourgeois, qui rêvent de capitaliser sur le territoire autour d'eux ou d'exploiter les gens près d'eux, puis de tricher. Puis ils rêvent de ça parce que c'est ce que le système leur a enseigné. Ils leur ont dit, si tu vis mal, mais tu commences à tricher autour des gens autour de toi, tu vas avoir tout ce que tu veux. Grosse voiture, gros bateau, 2 maisons, pas payer tes impôts comme du monde si tu as besoin. Parce que l'important, c'est toi, toi, toi. Et nous, on combat ça. On combat ça parce que nous, on veut collectiviser. On veut pas qu'il y ait encore un autre, je vais le dire même, un autre calice de bourgeois qui prend encore un territoire ou une compagnie, qui sait au début, moi je suis près du peuple, j'essaie d'offrir ça aux Québécois, puis du moment que quelqu'un se supporte ou il fait un surplus de profit, tout d'un coup il est plus là, les Québécois ils s'entorchent puis il est parti ailleurs. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que le stock au Québec nous appartienne au Québec, pour que quand tout nous appartient au Québec, on puisse dire, hey, là on est prêt à distribuer ailleurs, à aider ailleurs, à aller faire du commerce ailleurs, si le commerce en a besoin. Parce qu'au final, c'est une question d'autonomie. Je vais t'exciter un peu, vous m'excuserez. Mais je préfère que vous soyez excités de même aussi. Donc, où je voulais m'en aller pour finir avec l'aspect de révolution pure, c'est que on a un gros travail de communiquer avec les gens, j'allais dire s'introduire, mais aider le plus possible les comités ouvriers, les syndicats, tout ça, parce qu'un jour, quand ça va se présenter, encore une fois, c'est une question de conditions matérielles. Quand ça va se présenter, les syndicats vont être capables de négocier quoi que ce soit pour aller plus loin, parce qu'il y a toujours blocage. Un jour, ces gens-là vont se tourner vers le vide pour dire qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'autre solution. Et nous, on sait qu'il y en a d'autres solutions. On fait juste ça, les fins de semaine, d'autres solutions. Puis on sait, on l'a vu, historiquement, il y a toujours d'autres solutions. Puis la solution, c'est pas juste de prendre un gun, péter des vitres de magasin puis tirer sur tout ce qui bouge. Il y a des solutions concrètes qui existent. On a des guerriers roses aujourd'hui qui regardent la conférence. Ils en ont trouvé des solutions, ils les ont vécues, ils ont fait partie de la solution. Mais nous, ce qu'il faut faire, justement, c'est pas de fabuler sur soit une révolution pure de tout le monde ensemble, on va monter ensemble dans une grande montgolfière et devenir une meilleure société, ni faire à l'inverse, un peu comme des anarchistes, puis de foncer dans le tout solo, en disant que tout va s'arranger tout seul. On a un devoir d'organisation, on a un devoir de partage de l'information, on a un devoir de mobilisation, on a un devoir marxiste. Et ce devoir marxiste, c'est de regarder les conditions matérielles, les analyser le mieux possible, les suivre le plus possible, appliquer le meilleur directif qu'on est capable d'avoir, parce que du moment qu'il y a quelqu'un qui va se dire « Là, j'ai plus de solution, qu'est-ce qu'on fait? » Il faut qu'on soit la premièrement à dire « Viens-t'en, nous on en a une depuis le début, on attendait juste que tu sois prêt. » Puis quand il y en aura juste assez qui vont être prêts, surtout de la classe ouvrière, parce que c'est eux qui vont rouler l'État. Hein, je veux juste vous rappeler, mais s'il y a une shop de vape qui arrête de fonctionner,
l'État va continuer à rouler. S'il y a une usine de manufacture de pièces qui arrête de rouler, tout d'un coup, il y a une industrie qui est touchée. Il y a de l'argent, de la vraie argent qui est touché. Donc là, il y a du monde qui va réagir. Mais ces gens-là, ils vont avoir besoin de soutien. On est là pour ça. Mais le mieux qu'on aimerait, c'est qu'ils fassent partie de notre groupe, mais qu'on fasse partie de leur aussi. C'est une question d'organisation de société. Je passe au prochain point. C'est bon? Où je voulais en finir, finalement, c'est sur la question colons colonisés. Colons colonisés. Le drapeau patriote qui est juste sur le mur là-bas a souvent été utilisé aujourd'hui par l'extrême droite pour parler d'un peuple québécois, francophone, canadien, blanc et catholique fier. Ce qui n'a aucun sens avec l'histoire, ni avec le symbole, ni avec quoi que ce soit lié au patriote. Parce que l'histoire du Québec a toujours été à plusieurs ethnies. A toujours été avec des colons français qui sont nés maintenant considérés comme des Canadiens, des Canadiens même, des Autochtones, des descendants d'Anglais qui ont changé de bord, des Irlandais, des Écossais, des Allemands, des Polonais. Plus tard, ça va être des ethnies d'un peu partout. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup de réfugiés du Moyen-Orient parce que l'Empire américain adore bomber des bombes partout là-bas, puis on se surprend pourquoi il y a d'autant qui viennent après, parce qu'ils cherchent un endroit où leur maison ne va pas sauter. Puis nous, on essaie de... Nous, en tant que Québécois, là, c'est pas juste... On défend le Québécois de souche, je pense que c'est le mot que je déteste le plus au monde. Parce que le Québec, c'est qui disait ça? C'est-tu Vallière? Il disait, je m'en fous de la couleur que t'es, que tu vois bleu, jaune, ou t'as des picots jaunes. Falardeau. Je l'ai un peu cité, là. Mais il disait en gros que il n'y a pas de conception de race au Québec, au sens propre. Le Québec, c'est une nation, parce qu'il y a plusieurs de toutes dedans. Et c'est justement ce qu'on combat. Une des accusations qu'on reçoit à l'extérieur, c'est que le souverainisme, c'est xénophobe et raciste, puis on essaie juste d'avoir notre petit coin de francophile blanc. Ce qui est à l'opposé de ce qu'on veut. Là. Moi, j'aimais bien dire, un couscous au sirop d'érable, c'est la meilleure démonstration qu'une société québécoise se porte bien. Parce qu'on vient de mélanger deux cultures, deux réalités. Puis on veut créer quelque chose de nouveau. Puis c'est ce qu'on n'arrête pas de créer de nouveau. Ce que je porte comme ceinture fléchie ici, c'est un mélange entre des capacités de tissage de descendants de colons français et de métis et d'autochtones. C'est le début de notre histoire en tant que culture. Et encore aujourd'hui, ça continue à s'engendrer. Mais encore une fois, le piège chauviniste bourgeois, c'est de tomber dans les appels du PQ, à dire « t'as pas de maison à cause des immigrants, t'as pas de job à cause des immigrants, t'as l'affaire à cause des immigrants, l'économie à cause des immigrants, le bouc émissaire immigratoire n'a aucun sens. » Parce que vous êtes ici au Québec, moi je vous considère québécois, par contre le PQ pourrait se revenir là et dire « lui il y a une maison, t'en as pas, attention. » C'est ça, il faut pas tomber dans ce piège-là, en train de dire « grâce à l'indépendance, on va pouvoir restreindre les frontières. » C'est pas les frontières qu'on veut restreindre. C'est l'enrichissement de ceux qui s'enrichissent sur le dos des frontières. Parce que ça sert à quoi un immigrant pour un bourgeois? C'est quoi la pénurie de main-d'œuvre? La pénurie de main-d'œuvre, en gros, c'est qu'on manque de monde. On manque de monde où? Où c'est qu'on manque de monde? Le premier endroit qu'on voit où il manque de monde, c'est dans les Tim Hortons, dans les McDonald's. Tu sais, dans les fast-food, dans les kékéries, dans les petits magasins comme ça, des grandes surfaces. Pourquoi on manque de monde? Parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler des salaires misérables là-dedans avec des conditions de vie dégueulasses. Personne n'a envie de sortir à la fifreuse après 8 heures de travail pour être payé 16$ de l'heure. Personne n'a envie de ça. Par contre, s'il y a bien une affaire quelqu'un qui va avoir envie d'aller là, c'est quelqu'un qui est, dès la frontière, considéré comme une vermine dans le pays, qui est marginalisé, qui crée dans la population-là, et qu'on lui dit, ben c'est parce que, soit toutes tes compétences que tu avais ailleurs, on les reconnaît pas, là, va travailler quelque part pour remplir les postes. Puis tout d'un coup, il est rendu, le gars, il est neurophysicien. Il était là en Irak. Puis là, il est foutu là dans le pays à travailler au Tim Hortons comme gérant de cuisine. Parce qu'on reconnaît pas ses compétences. On considère que c'est de la main-d'œuvre bon marché, encore une fois. Et en plus, on lui met un petit contexte racial pour dire, oui, mais tu sais, il y a de la misère à s'intégrer. Parce qu'on le met dans un coin, puis on dit, toi, t'es pas pareil. Toi, t'es pas pareil. Toi, non, on veut pas te trouver, toi, t'es pas comme nous. Puis là, comme nous, ça, c'est un piège bourgeois. Ça, c'est un piège chauviniste. Cette invention de la culture québécoise qui est censée être blanche, manger des tourtières et des bleuets, ça, c'est des traditions. Mais du traditionnalisme, ça amène aucune culture nulle part. Ça fait juste se garder dans l'arrière-histoire, dans l'arrière-tranchée, puis on traîne, puis on devient rien. Donc, la pénurie de main-d'œuvre aussi, il y en avait dans les secteurs publics, tout ça, mais encore une fois, c'est encore une question de salaire et de conditions de travail. Surprenamment, on dirait que la pénurie de main-d'œuvre, c'est toujours une condition de il manque pas de monde, c'est juste que le monde ne veut pas travailler dans tes hosties d'endroits d'exploitation. C'est comme drôle, à voir. Donc, où je voulais en venir finalement, c'est que la souveraineté, en tant que telle, le travail de libération nationale, faut pas se plonger dans les grandes paroles des grands bourgeois ou des grands politiciens.
Parce que derrière, il y a toujours un esti d'intérêt d'exploitation, d'enrichissement ou d'utilisation. Et que le travail de la souveraineté, ça se fait ici, là, avec des gens, avec la population, avec les gens qui vivent la réelle oppression du système capitaliste, qui vivent la réelle exploitation, qui vivent justement d'avoir des salaires qui descendent de plus en plus bas, avec des maisons qui montent, des prix de bouffe qui montent, une inflation qui monte, des taux d'intérêt qui montent, tout qui monte, sauf le salaire. C'est pas vrai, le salaire est monte. Tout est monté là, mais le salaire est encore là. Après, il n'y a pas à se demander pourquoi, on sait pourquoi. On est marxiste, on sait pourquoi. Par contre, il faut montrer aux autres pourquoi. On leur explique qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours des intérêts derrière. Puis il y a du monde qui raffole de ces prix-là. Vous savez qui a réussi à faire des profits records pendant la COVID? Les grandes technologies. Parce que tu sais, c'est la seule chose qu'on était capable de consommer. Puis qui c'est qui a fait des prix records, des profits records dans les 2 dernières années? Les épiceries. Puis c'est où que les prix sont hauts? Dans les épiceries. De quelle manière tu peux dire à quelqu'un ça te coûte cher de te nourrir, là? Et qu'en même temps tu dis cette année j'ai fait full de cash grâce à toi. Puis ils disent ça avec une face là, neutre, avec un beau sourire. Puis là on reste là à dire ouais mais là à un moment donné, est-ce que le gouvernement va faire de quoi? C'est ça l'affaire, le gouvernement il n'a rien à faire. Depuis le début il est là parce qu'il y a quelqu'un en haut qui a dit oh, on peut te donner des dons si tu as besoin, on va t'aider. Fait qu'au final, comme je disais, on a un devoir d'organisation. Mais en même temps, on ne doit pas plonger dans ce piège que les bourgeois nous offrent sur un plateau d'argent, à se tromper dans l'indépendance et se protéger contre les races extérieures, ou l'indépendance, c'est pouvoir bénéficier de nos propres ressources. Mais quand c'est quelqu'un qui, comme un PSPP de ce monde, qui dit profiter de nos propres ressources, il va y donner à qui les ressources? Il va donner aux localités, aux régions, ou à des compagnies? Il va donner à qui les ressources? En ce moment, la CAQ, le goût, il se dit nationaliste. Là. Il se dit, moi, je défends le Québec. Ça, c'est un ancien péquiste. Là. Il a fait le 2e plan là, d'indépendance. Là. Il a écrit le texte. Là. Puis d'un coup, il est plus péquiste, il est juste nationaliste. Puis là, il crée des compagnies privées par-ci par-là. Puis il aide des amis. Puis la moitié de ses ministres et ministres au féminin, leurs amis, c'est du monde dans les lobbies puis dans les compagnies. Fait qu'il faut pas se surprendre. Il y a une question d'intérêt dans tout ça. Puis ce qu'il faut pas faire, c'est plonger dans ce piège d'intérêt-là, puis dire, ces intérêts à ce grand bourgeois ou ce grand député-là, c'est les mêmes intérêts que le mien. Parce que lui, il sait que c'est pas les mêmes intérêts. Puis toi, il faut pas que tu fasses l'erreur de dire, c'est le même que j'ai pour lui. Puis on peut croire en des grands René Lévesque de l'époque, qui croyaient réellement en peut-être une population, tout ça. Mais il y aura toujours un rapport de, moi, j'ai du pouvoir dans mes mains, puis toi, tu essayes d'en avoir. Puis si je fais semblant d'essayer de t'en donner, celui que j'ai dans mes mains va toujours être légitime. Je sais pas si j'ai fini, mais je pense que j'en ai fini. On fait ça? Debout les rames de la terre, debout les forçats de la faim.